We can hear you, Donna, talking. Welcome on board and welcome on stage. We're very pleased to receive you. Welcome. Donc, bienvenue dans le manifeste. Vérifiez bien d'être dans le English setting si vous ne comprenez pas le français. Et nous allons rentrer dans cette formidable conversation. Donc, nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Nous sommes Anthropocène, nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, les pollutions des sols, les incendies, les migrations, et j'en passe. Nous ne maîtrisons plus nos effets. Et qu'on le veuille ou non, tout change autour de nous. Nous devons explorer nos propres vies et nos environnements. Différents intervenants ont répondu à nos premières questions par des messages vidéo qu'ils ont partagé avec nous, dont certains d'entre vous, que ce soit Donna, Steven, Henry et pas mal d'autres. Nous sommes à la session 10. Ça fait bientôt 15 heures que nous sommes sur scène. La performance continue et nous tournons autour de la Terre avec les différents fuseaux horaires, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique globe qui se tourne autour de moi. Très bientôt, nous allons sauter l'océan Atlantique et pour l'instant, on est sur la dernière lisière de communication du fuseau horaire qui nous rejoint avec différents pays que sont l'Irlande, l'Islande, Saint-Pierre-et-Miquelon, les USA, l'Islande, la Gambie, la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Ghana, la Mauritanie et le Portugal. Beaucoup de pays ne sont pas présents vu l'heure, effectivement, et nous nous retrouvons à discuter entre nous. Mais vous allez voir, nous avons reçu d'abord des vidéos que nous allons vous présenter les unes après les autres afin d'engager la conversation sur ce grand témoignage qu'est cette performance du manifeste mondial Anthropocène. Andrew, welcome. C'est parti pour les vidéos et ensuite je vous reprends et nous rentrons dans la conversation. Ni mór dúin a bheith smaoinemh go háitiúil. An rud is measa leis an domhan seo gcuine se nach bhfuil éastigh daoine carmhas rudaí, tóirgí, brúscar, caithfar is smaoinemh go háitiúil agus freagraí don todhchaí aimsiú in ár deancha agus meon áitiúla, cáimid obrú le chéile ar san na háite ar fud na háite. Chun domhan nua, chorram agus inmhúnathe a bhaint amach, tá éirí amach ag teastáil. Éirigí amach as na labhacha agus teir amach faoin tua, faoin spéir, agus bí amháin leis an dúlra, éis lé agus tuairfar freagraí duit. Qu'est-ce qu'on dit à la planète? Eh bien, tout d'abord, faire un meilleur usage du plastique et puis recycler. Mais bon, vraiment, est-ce qu'on sait? Et qu'est-ce qu'on en sait? Comme individus, nous essayons toujours de survivre. On est des survivants. Donc, finalement, la clé pour la durabilité, c'est d'essayer d'être des survivants, mais comme collectif et non pas individuellement. Je pense que les individus doivent être cohérents avec eux-mêmes. Alors, il y a des projets pour ça? Oui, chaque projet cherche à être durable. La manière dont les choses se développent, par exemple, peut-être que tu veux partager ton point de vue, et puis il faut voir avec les idées des autres. Peut-être tu as quelque chose à faire quelque part, mais il faut prendre du recul et voir ça de manière plus large. Peut-être que ça ne sert à rien d'économiser de l'argent et en achetant quelque chose en Chine. Il vaut peut-être mieux l'acheter à côté. Ça coûte plus cher, mais c'est mieux. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. Il faut faire des choix. Des choses qui se ressemblent beaucoup, mais parmi toutes ces choses-là, il y en a qui sont plus durables et d'autres qui sont moins durables.
I guess what I'm trying to say is that when you're designing something, you just do your absolute best. And if it's a good project or product, it'll be sustainable because people like it and it'll work better for longer. So, quality is sustainable. Yes, that's right. Humans should lead by example. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Anthropocène n'est pas qu'une hypothèse scientifique sur l'évolution géologique de la planète. C'est une expérience concrète que l'on peut faire en observant les paysages, en écoutant les habitants. Une expérience sensible et culturelle, esthétique, qui renvoie à une nouvelle forme d'exotisme. Pas de palmiers, pas de paysages tropicaux, pas de peuples et cultures autochtones dans l'archipel. Pas une icône de l'exotisme promue par l'acculturation coloniale puis touristique de la planète. Au contraire même, puisque ce sont les strass de la modernité qui imprègnent l'atmosphère. Le territoire est saturé des promesses modernes d'abondance et de liberté. Elles ont attiré des pêcheurs basques, bretons, normands, des Duromal qui ont réussi à s'installer et à prospérer dans cet environnement austère. Les friches portuaires exposent aujourd'hui les dérives de ce projet moderne. Le moratoire de 1992 a non seulement signé la chute de la grande pêche, mais ajouté à l'écocide marin un traumatisme économique, social et culturel toujours à vif. Prochaine étape de ce cheminement, le changement climatique et sa cohorte de tempêtes, plus violentes encore que d'ordinaire, de rivages érodés, d'isthmes rompus et d'espaces de vie submergés, d'exil peut-être. À l'ouest, le Canada et le golfe du Saint-Laurent. Au nord, Terre-Neuve, puis la mer du Labrador et le Groenland. Paysages de mornes pentus et pierreux, de plaines humides jalonnées d'étangs et de tourbières, de landes sèches et de forêts boréales éthiques, de dunes et de tombeaux, de plages rocailleuses. Océan à perte de vue et ciel insondable, du moins quand le climat subarctique est d'humeur clémente et n'oblige pas à s'abriter pour échapper au vent, au froid, au brouillard, aux trompes d'eau et aux averses de neige, à ces intempéries qui conditionnent toujours la vie des 6000 résidents. L'exotisme de l'archipel ne renvoie pas à la diversité imaginaire des contrées sauvages et hospitalières, des paradis extérieurs à la modernité. L'englobement de la planète et son urbanisation généralisée ont de fait épuisé cette possibilité. L'exotisme anthropocène s'inscrit dans une autre expérience esthétique de la diversité, une diversité prospective qui émerge des ruines de la modernité, que l'on devine dans les fissures de ses constructions. Une tectonique autant géologique qu'anthropologique, puisque c'est à l'édification d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière d'habiter la Terre que l'homme est convié, si le temps le permet, comme l'on dit à Saint-Pierre-et-Miquelon avec plus de prégnance que jamais. Mon cher frère, tu vas trouver que je suis bizarre alors qu'en général je suis rationnel. Depuis ma dernière carte postale, mes pérégrinations ont été nombreuses. J'ai assisté à des cérémonies de pêcheurs dans le golfe du Mexique. Suite à l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, j'ai également participé à une cérémonie vaudou. Et puis, j'ai vu une pièce qui a été donnée au milieu de nulle part, au cœur d'un bayou. Les acteurs sur la scène jouaient de la musique, puis sont descendus parmi le public. Ces expériences libres m'ont beaucoup impressionné. Elles ont révélé quelque chose de profond quant aux relations avec le sol. Elles ont ouvert de nouvelles connexions par des célébrations qui sont suivies les unes les autres comme une chaîne, comme je ne l'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai compris que mon enquête devait être orientée sur ce schéma. La seule qui pourrait restaurer une continuité entre mes expériences esthétiques des paysages et les processus qui construisent mon existence. Dans ce film Carte postale,
vous me verrez habillé comme un loup-garou, comme le disent les Cajuns. Mais surtout, c'est un symbole. Je peux vous dire que c'est très fatigant de courir en été en Louisiane avec ce déguisement. J'ai laissé mes vêtements de rationaliste par terre qui évitent artificiellement les conflits que l'on ne veut pas voir. Je peux vous dire, nous avons besoin d'une nouvelle politique foncière propice à la terre et en même temps propice au cœur. Il faut poursuivre notre enquête, vivre nos expériences dans le cœur, tout comme la science essaye de faire avancer petit à petit son ordre du jour. Donc, j'ai déchiré les vêtements des vieils hommes et je les ai jetés dans le Mississippi. Eh bien, nous venons de... So, I'm going to talk in English, like that we can... Donc, je vais parler en anglais, comme ça on pourra parler plus directement. Donc, nous parlons en anglais sur la chaîne anglaise et nous avons la traduction en français, puisque, a priori, tous les invités sont anglophones, donc autant faciliter la communication. Donc, nous avons eu le plaisir de voir ces différentes vidéos qui nous ont expliqué la relation, des relations qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Irlande, une vidéo de Donna Rowling qui parlait des effets et de la perspective des questions de l'Anthropocène et deux autres vidéos de Saint-Pierre et Miquelon qui ont été faites. Ah, je perds mes notes par Stéphane Corbogues et la dernière vidéo de Mathieu Dupérez. Alors, je vous propose de commencer en nous posant la question, posant la question à Donna. Vous avez commencé, tu as commencé à imaginer une autre manière de penser l'Anthropocène. Est-ce que l'Anthropocène est au-delà des critiques ou penses-tu qu'il y a d'autres manières? Je pense qu'il est très important pour nous de comprendre que nous avons des responsabilités personnelles et de les assumer. Et en écoutant le dernier intervenant, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Andrea lorsqu'il parlait de la politique et du rôle de la politique en l'occurrence, parce que je pense qu'il se passe beaucoup au niveau de la base et les populations réagissent en collectif, en coalition. Donc il y a des réactions locales, mais il y a encore des barrières politiques en Espagne comme ailleurs. Et d'une certaine manière, je pense que actuellement, il faut se transformer en militant et comprendre que nous avons la possibilité d'agir, proposer des solutions. Et un des points les plus intéressants, c'est arrivé cette semaine, c'était une action collective de la bourse. Donc, nous avons vu qu'en travaillant ensemble, on pouvait être efficace en termes d'activisme pour lutter contre l'Anthropocène. Alors, comment réagis-tu par rapport à cette proposition d'avoir une perspective beaucoup plus activiste, beaucoup plus militante dans le cadre de l'Anthropocène, comme on l'a vu en Islande, par exemple? Hey, glad to see you. Alors,
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir partagé ces vidéos très inspirantes. Donc, je pense que tous les paradigmes sociaux passent par l'activisme. Peu importe l'époque, que l'on parle de démocratie, de féminisme, droits des femmes, droits humains, depuis plus de 100 ans, on voit que cela passe par l'activisme, l'action directe, les campagnes, faire passer, arrêter d'être centripète et devenir centrifuge, travailler sur les langues, sur les mots. En Islande, on a eu un activisme direct vers les années 2000 pour la préservation de l'Islande, de l'île, protection de la nature au niveau local. Et maintenant, et donc, on ne pensait pas on pensait qu'on pouvait protéger les espèces en empêchant la construction d'une route, en protégeant une vallée, etc., une montagne. Mais maintenant, dans le cadre de l'Anthropocène, on se rend compte qu'on n'est plus au même niveau. C'est-à-dire, on peut protéger une vallée, mais la glace fond dans la vallée, et ça, on ne peut pas le protéger, par exemple. Donc, je crois que nous sommes confrontés maintenant à des forces qui dépassent le niveau d'action nationale, par exemple, le niveau d'action locale, qui dépasse la sphère locale politique. C'est-à-dire, on ne peut plus faire cela de la même manière à cause de l'Anthropocène. En tout cas, l'activité humaine modifie tout. C'est-à-dire, les glaciers disparaissent en quelques années alors qu'ils ont été là depuis au moins 5000 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'on atteint des niveaux de température qui n'ont pas été vus depuis 50 millions d'années, par exemple. Donc, cela nécessite un activisme mondial connecté. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne peux protéger les oiseaux de la falaise en Islande que si toute la planète parle avec moi de la meilleure manière de protéger cela. Et j'espère que nous allons pouvoir construire ces échanges, ces connexions pour orienter notre action vers les objectifs, les résultats dont tu parles, c'est-à-dire changer ce que nous souhaitons changer. Ce qui m'impressionne dans ce que tu viens de dire, dans cette journée que nous sommes en train de traverser, c'est ce sentiment d'être face à un vide qui, quelque part, n'est pas descriptible, qui est difficilement compréhensible et qui fait peur. Mais en même temps, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose qui m'entoure afin de pouvoir communiquer sur ce qui se passe. Le sol est sous mes pieds. Et il y a des gens autour de moi, il y a des arbres, il y a des plantes, des animaux. Mais au-delà de ça, comment on le fait, Steven? Parce qu'il s'agit peut-être là d'une fracture qui est problématique dans la question que nous traitons depuis 3 ans. Et comment on peut gérer cette situation? Tout à fait. J'aurais bien voulu faire une vidéo, mais j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même sur ce que je voulais dire. Donc effectivement, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est difficile pour une seule personne que de comprendre. De comprendre l'entièreté de la planète. On ne peut comprendre en gros que ce qui est entre nous et l'horizon. Et donc, lorsque je réfléchissais aux manifestes,
à une échelle plus large, à une échelle mondiale. Lorsque je regardais ces vidéos, je me rendais compte que je n'avais pas les informations que j'aurais souhaité y mettre. Quelque chose que je voudrais partager avec le monde. C'est pas très clair dans ma tête. Et il y a des choses encore qui se contredisent les unes les autres. Et en fin de compte, il m'a semblé que le format le plus clair était de faire semblant d'avoir une conversation avec un enfant de 4 ans qui me poserait des questions comme quand on nous demande ce qu'on peut faire à la planète et on essaie d'improviser. Donc c'est pas un exercice facile, effectivement. J'aimerais en savoir plus sur les déchets, sur les plastiques. Mais je ne sais pas, en tant qu'architecte, à quel point je suis le mieux placé pour leur dire comment ils doivent vivre ou comment ils doivent consommer, ou que faire de tous les déchets, de tous les rebuts technologiques. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est lorsque je suis confronté au problème mondial versus problème individuel. Et même ainsi, je suis confronté à beaucoup de contradictions. Donc, des choses qui semblent contradictoires les unes aux autres. Merci Steven. C'est toujours très intéressant pour moi de développer cette idée de, par exemple, gestion des déchets. C'est un sujet qui a été abordé tout au long de la journée et qui est responsable de cela. C'est une question complexe et qui montre bien les interconnexions dans ce processus, c'est-à-dire au-delà de l'idée de l'industrie qui produit 80% des déchets sur la planète, il y a également la responsabilité de l'individu. Bien sûr, l'individu est moins responsable, mais la manière dont nous produisons tous ces objets devrait nous concerner. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser les populations parce qu'elles utilisent certains produits. Étant donné qu'il y a différents niveaux, il y a des questions économiques, des questions politique, il y a la question des objectifs. Il faut viser les responsables, il faut viser les entreprises, par exemple. Et ce ne sont pas les individus qui peuvent résoudre ces problèmes. Maintenant, si je vais acheter, par exemple, des produits, si je veux acheter du yaourt, j'ai bien besoin d'un contenant, un pot. Et donc, c'est une responsabilité. On peut aller dans un magasin, dire « moi, je veux simplement ce qui est dedans, je ne veux pas le contenant ». Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, quand on achète le yaourt, on achète aussi le pot en plastique. Et ce pot en plastique finit dans la poubelle. Et donc, c'est votre responsabilité. Mais en tout cas, on ne m'a pas demandé mon avis. Normalement, c'est vous qui donnez votre avis. Moi, je suis là pour animer cette soirée. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Je sais que vous êtes encore là, Donna, Harry. Donc, ce problème d'interaction, ces questions dont nous parlions, est-ce que vous souhaitez prendre la parole, poser des questions? Une question, c'est toujours une manière de commencer une conversation. Eh bien, on va voir beaucoup de choses qu'on peut faire
Ma copine, par exemple, est une super cuisinière et elle a commencé à faire son pain. Et puis le yaourt aussi, on a commencé à le faire nous-mêmes. Si on a le lait, on le mélange avec le yaourt de la veille, on le met dans un endroit chaud et on produit plus de yaourt. Donc, c'est encore une fois une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est comme ça que ça marche, non? Donc, c'est notre affaire à tous. C'est important de répandre la bonne parole, peut-être, de savoir comment on fait les choses et puis peut-être de les faire nous-mêmes. Ça peut... C'est un petit pas, mais bon, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Est-ce que vous pensez que... Moi, le coup de yaourt, ça m'intéresse. Donc, il y a un magasin pas loin de chez moi où je peux aller. Et si j'amène des récipients, je peux utiliser mes récipients. Je peux acheter des produits alimentaires secs. Je ne suis pas sûr pour le yaourt, hein. Mais je pense que, d'une certaine manière, on n'est pas vraiment forcé à faire des choses, mais si on était forcé à faire des choses, et si on finissait par utiliser autant qu'il nous faut pour faire les choses, parfois on n'a pas le temps de faire son propre yaourt, mais et oui, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan finalement, et on se dit c'est qu'une goutte d'eau, donc à quoi ça sert de le faire, à quoi bon de le faire? Mais même si on veut faire ça et amener les récipients quand on va faire les courses, je voudrais rebondir sur quelque chose qui vient de dire sur le fait que le coronavirus nous force à adopter des comportements différents. Ce que cette pandémie nous a montré, c'est que les décisions politiques sont complètement possibles. La plupart des pays autour du monde, mais pas autour du monde, mais dans nos pays occidentaux, un revenu de base universel peut être fourni. La priorité a été donnée au cyclisme dans les centres-villes. Ce sont des décisions qui ont été prises sur notre manière de vivre, dont on parle depuis des années. Il a été dit qu'on ne peut pas effectuer ces changements pour une raison ou une autre, mais le coronavirus, cette crise nous a montré qu'on peut faire ces choses à très grande échelle. Et cette histoire de yaourt me rappelle le fait que nous avons dans nos récits et dans notre histoire locale que en Europe centrale et dans les pays Balkans, ils ont utilisé le yaourt pour des raisons politiques depuis très longtemps. Il y a une histoire d'utilisation de tout le lait qu'on a pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et ce que cela m'a fait penser, lorsque j'écoutais les autres, c'est l'importance de la loi dans tout cela. Au 8e siècle, par exemple en Irlande, avant qu'on se soit fait conquis par les Anglais, nous avions une sorte de codification environnementale dans la loi irlandaise qui protégeait certaines espèces, et il y avait des sanctions pour ceux qui menaçaient ces espèces, et il y avait des punitions collectives pour ces choses-là. Par exemple, si on ramassait les fruits d'un arbre qui donnait des fruits seulement tous les 3 ans, nuisait au collectif, donc il y avait des punitions. Donc il faut regarder dans nos histoires nationales,
pour voir comment nous avons contré la rareté des ressources. Toutes ces approches existaient il y a longtemps et on peut les redécouvrir, on n'a rien besoin d'inventer. Je peux rajouter quelque chose là-dessus. Il y a eu une discussion par rapport à la rationalité et par rapport à cette histoire de loi dont parlait Donna. C'est que donc la rationalité humaine autour de l'ingénierie ou de la conception, et le résultat de tous ces travaux d'ingénierie est un désastre. Donc c'est un peu décevant pour nous de constater qu'au final, nous ne sommes pas plus intelligents que les peuples précédents. Nous exploitons les ressources que l'on a et nous disparaissons à terme. Et ce serait très décevant si l'humanité se résumait à ça. Et que si nous étions juste Donc, je parlais avec mon ami de la notion de sites sacrés. Nous avions des sites sacrés, des rivières sacrées, des montagnes sacrées, des champs sacrés, tout un tas de choses. Et au XXe siècle, tout cela est devenu plus irrationnel. Et la colonisation de l'Afrique, nous avons la colonisation de l'Irlande. Nous avons perdu cette notion du sacré, et même cela a été sanctionné, cette notion du sacré, dans certains cas. On en parlait avec Nimoba, c'est lundi. Mais en fait, si une chose est sacrée de manière irrationnelle, si nous avions des rivières, des montagnes sacrées, nous n'aurions pas autant de problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être revenir vers cette notion du sacré. Si nous avions certaines choses qui étaient sacrées, nous aurions un système plus robuste qu'il est maintenant avec la pollution des rivières, etc. Mais le problème auquel nous devons faire face, c'est parce que nous ne comprenons pas l'échelle des choses. Nous faisons les choses de manière chaotique et non de manière unifiée. On parlait de voitures et lorsque Elon Musk a envoyé sa voiture dans l'espace, c'était une espèce de... C'était un peu comme Icar. Et si tout le monde envoyait leur voiture en l'espace, nous pourrions faire 10 fois le tour de la planète par an. Cela nous montrerait l'échelle à laquelle nous avons un impact sur la Terre. Nous fabriquons 1 million de voitures par an. Donc si chaque voiture fait 5 mètres de long, cela fait 5 millions de mètres en tout. Et 2000 km au-dessus de la surface de la Terre, si nous mettions ces voitures bout à bout, nous pourrions faire 10 fois le tour de la Terre. Imaginez si nous pouvions faire un monument de ce type qui pourrait nous montrer vraiment visuellement que l'Anthropocène a un impact incroyable. Si on pouvait créer quelque chose à l'échelle planétaire de ce type, cela pourrait avoir un impact sur l'esprit des gens. Faire une espèce d'anneau autour de la planète. Mais nous sommes tous fragmentés, nous vivons un peu de manière disparate. Et cela masque le fait qu'on a un certain pouvoir collectif. Et les infrastructures planétaires pourraient être terraformées pour
Cela pourrait être une initiative qui serait globale et qui aurait 5 fois l'envergure de la mission la première mission pour aller sur la Lune. Cela nécessiterait peut-être certains méga-projets à des échelles non pas individuelles, mais vraiment collectifs. Avec les 100 ans de production de CO2 que nous avons créés, la nature ne peut pas l'éliminer parce que l'industrie l'a injecté dans l'environnement. Et nous avons développé à une vitesse que la nature ne peut pas absorber. Nous sommes dans une sorte de point mythologique, parce que la mythologie concerne les éléments, concerne les mouvements de la Lune, des étoiles, de la création des mers, les créations, les destructions, les grandes inondations. La mythologie concerne le fait que les dieux décident de notre espérance de vie. La politique, l'histoire sont des questions d'idées. Mais le problème avec les idées, c'est que la conversation a été dominée par des idées occidentales, les solutions occidentales à toutes ces idées, à toutes ces problématiques. Et nous devions découvrir d'autres approches, d'autres notions, d'autres lieux. J'étais à une conférence en Nouvelle-Zélande. On parlait de fuzziness, de cette espèce de flou chaotique. Et chez les Maoris, il y a une sorte de... Il y a des mots pour négocier, pour essayer d'appréhender ce flou, cette expérience polynésienne qui concerne le fait de quitter une île pour arriver en Nouvelle-Zélande. C'est une question de naviguer avec les couilles. Je m'excuse pour les traducteurs et pour les autres, mais c'est vraiment la notion qu'ils abordaient. Lorsque vous êtes tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, vous sentez un instinct qui se relève à l'intérieur de vous, qui vous permet de naviguer. Et il faut se souvenir comment exploiter cet instinct pour pouvoir aborder ces problématiques sur notre planète. Et lorsqu'on parle de mythologie, de mythes et de différentes cultures, comment gérer cette altérité? Parce que lorsqu'on parle de mythologie et d'espace sacré, comment aborder cette idée du fait que nous devrions parler ensemble de manière collective concernant l'acceptation des différences intenses avec les autres, avec lesquelles nous devons être liés? Cela rapporte à l'inégalité sociale qui vient des différences culturelles. Il y a de la mythologie autour de tout ça. Comment aborder tout ça? Comment voyez-vous cette mythologie comme outil pour unifier les gens? Comment aborder ce sujet? Donc la mythologie nous permet d'avoir conscience. L'Anthropocène est un changement de paradigme qui nous permet de discuter sur ce que nous pouvons faire, ce que nous avons fait, oui, mais ce que nous pouvons faire, oui, également. Donc lorsqu'on parle de mythologie, lorsqu'on parle de Genghis Khan ou de Napoléon, à ces époques-là, ils ne parlaient pas des niveaux de la mer. Ils n'organisaient pas des conférences mondiales pour discuter du fait que la mer ne devrait pas... le niveau de la mer ne devrait pas s'élever. Donc, il faut... à la prochaine conférence sur le climat, se dire que ce n'est pas normal, que ce n'est pas banal. Il faut se dire que c'est quelque chose d'inédit.
Cela fait moins d'une vie humaine. En 80 ans, nous avons commencé à parler du changement climatique, du fait que les niveaux d'eau montent. Nous parlons des pH, nous parlons de concepts très sophistiqués. Nous avons créé des outils pour mesurer le pH. Donc la différence entre 1,1 pH et de 7,8 de pH peut être mesurée facilement aujourd'hui. Donc il faut utiliser ce sorte de langage pour évoquer le fait que nous sommes dans un point sérieux et étrange. C'est mythologique parce que le fait de pouvoir parler des pH de la mer comme conséquence de la législation des pays et de l'industrie, et tous les êtres humains sur la planète vivront un changement dans les océans plus conséquent que sur des millions d'années précédentes. Le fait qu'on puisse goûter la différence dans l'océan avec notre propre langue ne devrait pas être possible. Donc l'idée, c'est que cela nous force à repenser les idéologies que nous avions auparavant, parce que c'est un différent point de compréhension que la terre sur laquelle nous marchons, la mer. Merci de nous rappeler le Pepsi Challenge. Donc, est-ce que c'est du Coca, est-ce que c'est du Pepsi, on s'en rappelle. Donc, il y a une horloge climatique qui compte le nombre de jours jusqu'au moment où la situation devient irréversible. Et quand je revois cette horloge climatique, je me sens un peu désengagé. Et là, je me dis, j'aimerais bien vivre dans une ère mythologique, ou même une sorte de... Je suis plus intéressé par le fait, ou par l'impact de quelque chose de beau, que quelque chose de beau a sur les gens, plutôt que d'obliger les gens à faire quelque chose en leur faisant peur. Comme il y a 50 ou 51 ans, lorsque nous avons vu la Terre de la Lune pour la première fois, et cela a inspiré certains mouvements. C'est comme disait André, je pense que la vision de quelque chose de collectif ou des résultats et des acquis collectifs que nous, par exemple des œuvres collectives comme les pyramides par exemple, lorsque vous allez quelque part d'incroyable, vous voulez le protéger, vous voulez protéger ce lieu. Je pense qu'il faut donner de la valeur à ce lieu incroyable dans lequel nous vivons. May I ask, est-ce que Thomas, tu voudrais peut-être interagir? Here is the coordinator and also researcher. Donc Thomas, tu es le coordinateur, mais également chercheur. Est-ce que tu voudrais réagir sur tout cela? Thomas Boutreux. From France and doing research. Oui, il y a plusieurs Thomas choses Vautreux qui m'ont beaucoup inspiré dans ce qu'on a pu discuter ces dernières minutes. On a parlé beaucoup de cosmologie, un peu finalement. Alors on peut l'appeler cosmologie, on peut appeler ça norme sociale ou loi finalement. C'était extrêmement intéressant le témoignage qui nous rappelait que finalement dans nos lois on avait inscrit
même il y a quelques siècles de ça, des formes de protection de la nature. C'est vrai que ces formes-là, on les a inscrites dans les lois, elles ont été souvent assez fondatrices aussi dans les sociétés. On a parlé un petit peu d'expérience là dans le Pacifique. Moi, c'est vrai que c'est un terrain d'étude que je connais mieux en ayant travaillé sur les forêts tropicales, et dans beaucoup de sociétés, dans ces régions-là, il y a une organisation complète sociale qui est basée aussi sur de nombreuses lois naturelles. Et le système tribal, le fait que chaque tribu ait un totem, qui soit une espèce, ça permet de créer un ensemble en fait d'organisations de société dans lequel chacun va préserver une espèce, et chaque tribu préserve une espèce. Et donc finalement, ce qu'on empêche en ayant une cosmogonie de cet ordre-là, c'est que déjà on va préserver du sauvage, et qu'on va éviter déjà de piller certaines ressources en particulier, et on va permettre de protéger les populations et l'extinction de certaines populations. Et puis aussi, on se préserve d'un autre dommage qui est assez important dans l'Anthropocène, c'est celui de la domestication. Reconnaître à certaines espèces qu'elles sont sauvages et qu'on va leur conserver ce caractère sauvage, je pense que c'est vraiment un des plus gros enjeux de l'Anthropocène. On a eu tendance à vouloir domestiquer absolument tout, du carré de gazon qui est en bas de chez nous jusqu'au troupeau, on va dire, de vaches nourries au soja, lui-même domestiquées en Amérique du Sud. Il y a vraiment un grand combat à faire sur cette part entre l'artificiel, le domestiqué et le sauvage. Et puis une autre chose aussi, moi, qui m'a pas mal intéressé dans vos interventions, c'est que finalement on parle aussi un peu de la perte aussi du sensible et de l'expérience esthétique et de ce lien physique aussi à la nature qu'on a perdu en assez peu de générations finalement, parce que l'un des drames de l'Anthropocène, c'est celui de l'urbanisation du monde, et finalement en à peine 3 générations, on se rend compte qu'on est passé de un quart d'urbain sur la planète à 3 quarts d'urbain. Et donc nos grands-parents avaient une expérience, je pense, de la nature qu'on a pu peut-être avoir la chance d'en percevoir certains récits. Mais l'un des drames, je pense, pour pas mal de jeunes urbains, c'est aussi de ne pas avoir fait aussi cette expérience de nature et de contact prolongé et d'un lien physique vraiment fort, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu de retrouver du contact avec l'ordinaire, avec la proximité. Et vous avez aussi parlé beaucoup d'actions individuelles, de petites actions individuelles. Et moi, c'est vrai que je rêve d'un transit vers de passer finalement de la petite action individuelle à, on va dire, un an 2 de la transition écologique, où finalement, au-delà de son domicile, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà d'entamer à avoir des actions collectives avec les gens qui sont plus proches de chez nous, ceux qui habitent finalement dans notre foyer, mais qui sont nos voisins. Et donc, vous parliez beaucoup de militantisme et d'espaces de proximité qui vont mal. Et donc peut-être que finalement, vous parlez aussi d'œuvres artistiques aussi, peut-être que finalement recréer un espace de nature en bas de chez soi, ce serait recréer une œuvre collective qui fasse sens entre terriens qui habitent un espace vraiment proche et qui puissent le gérer aussi de manière collective. Je pense que c'est peut-être des petits micro-projets comme ça qui peuvent s'aimer et aller un peu plus loin. Merci pour ce témoignage, Thomas. Thank you very much for this testimony. We have 5 minutes left before next session. Donc il nous reste 5 minutes avant la prochaine session. Je vous demande qu'est-ce que vous voudrez développer, quel point aimeriez-vous développer au sujet de l'Anthropocène? Donna en premier. Donc juste lorsque j'ai écouté Thomas qui me rejoignait dans certains de mes propos, avec mon français limité, j'ai compris certaines choses. Mais ce qui me vient à l'esprit dans votre pays merveilleux, c'est peut-être cultiver un mouvement qui promouvoit la planète comme spectacle
spectacle, comme actifs esthétiques. Nous sommes privilégiés, nous avons l'occasion, la chance de pouvoir profiter de la nature. Il faudra exploiter cette approche-là, utiliser la nature comme outil didactique, pédagogique, qui permettrait de trouver des solutions complexes pour avancer. Donc il nous reste 2 minutes 50. Donc 50 secondes pour chacun d'entre vous. Donc je pense que Thomas devrait résumer la prochaine heure également parce qu'il l'a très bien fait. Je serais intéressant d'écouter la prochaine séance sur les choix que font les gens, parce que nous voulons voulons avoir un certain savoir-être, mais cela dépend des choix. Et pour l'instant, nous continuons à détruire notre environnement. Donc 50 secondes, je n'ai pas de solution que je pourrais expliquer en 50 secondes, mais on va essayer. Si vous parlez à un enfant de 15 ans, vous pourrez lui dire que toute sa vie professionnelle tournera autour de ces questions-là. Toute sa vie professionnelle sera focalisée sur ce challenge, sur ce défi. C'est le secteur, tout notre travail, nos conceptions, notre politique se focalisera là-dessus. Donc je pense qu'on arrive à la fin. Donc Giannes, votre conclusion. Oui, je pense qu'il faut avoir il faut voir que la courbe est descendante. Il faut espérer que nous pourrons développer certaines choses grâce à la science et espérer que nous pourrons résoudre le problème de l'énergie renouvelable avec une croissance exponentielle des solutions énergétiques. Et nous devons tous faire ce que nous pouvons. Et nous devons profiter de ce type d'événement de toutes les manières possibles. Merci beaucoup. Johannes, merci André, merci Steve, merci Donna pour cette discussion qui a démarré à 11 h du soir. Ce n'est pas facile. Merci d'avoir conclu avec vos propos sur les choix, sur l'espoir, sur le fait de ne pas baisser les bras. Et c'est ce que nous devons poursuivre pour ce manifeste. Et nous devons rester liés, nous devons rester connectés. Nous devons travailler non pas comme des individus, mais nous devons profiter de l'énergie vitale que nous produisons, même si c'est pour créer un anneau de voitures autour de la Terre, mais nous pouvons faire le contraire. Le message important, c'est que nous pouvons construire des murs, mais nous pouvons également construire plus que tout cela dans les prochaines 50 années. Merci beaucoup pour toutes vos idées, tous vos propos. Nous allons continuer avec la session 11. J'ai été très touché de vous avoir ici aujourd'hui, sachant que ce qui est difficile pour nous, c'est de gérer ces problèmes-là et de gérer nos vies personnelles, nos vies privées en même temps et les émotions que nous vivons. Et cela fait partie de la vie et nous devons vivre avec. Merci beaucoup.